Merci d'être avec nous sur ce workshop. On va donc aborder le sujet l'expérience citoyenne, la nouvelle donne digitale avec nos invités OpenText qui sont en plateau aujourd'hui. Avec vous, Jean-Baptiste Tadé, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes senior manager, consultant solutions Europe chez OpenText. Et Emmanuel Doillon, vous êtes Olivier Doillon, puisque je pensais à Emmanuel Cerise qui arrivera juste après. Olivier Doillon, vous êtes consultant expert solutions de communication client chez OpenText. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire un petit peu OpenText en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, OpenText en 2 mots, peut-être en quelques chiffres aussi. Fondé depuis un peu plus de 25 ans, société canadienne, pas société américaine, ça change un petit peu. Ça change. Ça donne un petit côté aussi, une société qui comprend mieux les problématiques multilingues et notamment le français, c'est assez important pour nous aussi. En France, c'est important. Donc on a à peu près 15 000 collaborateurs dans le monde. OpenText est finalement peu connu du grand public, mais on fait partie des 15 plus grosses sociétés de software dans le monde. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est un peu le secret bien gardé du côté du Canada en tout cas. Et donc on couvre en termes de solutions ce qui s'appelle l'Enterprise Information Management, en français la gestion de l'information d'entreprise, sur lequel il y a différentes choses qu'on va couvrir. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toute la partie de l'expérience client ou de l'expérience citoyen, quand c'est dans un cadre public en tout cas. Alors justement, on va parler d'expérience citoyenne. D'abord, il s'agit de définir ce qu'est l'expérience citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition, en tout cas votre définition de l'expérience citoyenne? Effectivement, on parle d'expérience client des fois quand il s'agit d'être dans le domaine commercial. Quand tu es plutôt dans le côté public, on va parler d'expérience citoyenne. Et l'expérience citoyenne, ce sont finalement les échanges entre un citoyen, enfin nous finalement, quand on va intervenir et interagir avec un organisme public, une collectivité, une mairie, un ministère, un gouvernement. Et donc l'ensemble de ces interactions qu'on peut avoir, finalement, vont être ressenties par nous en tant que citoyens. C'est l'expérience qu'on va avoir, qu'on va essayer de qualifier, qu'on va essayer d'optimiser au maximum pour que les communications et les échanges se fassent le mieux possible. Et quelles sont les attentes aujourd'hui des citoyens? Alors quand on pense, pour beaucoup d'utilisateurs que nous sommes, service public, on pense parfois à la queue qu'on pouvait faire au guichet, finalement l'expérience la plus frustrante. Et on a d'ailleurs les quelques attentes sur les slides que vous allez nous montrer. Oui, exactement. Je vais y passer effectivement. Alors, il y a cette partie guichet, ça résume un petit peu l'expérience citoyenne qu'on avait avant dans le cas des administrations à l'ancienne, je veux dire. Il n'a pas fallu attendre le Covid pour ça. On est passé de plus en plus sur des guichets numériques, des self-service en tout cas, voilà, libre-service, où le citoyen peut directement interagir de manière, quand il le souhaite, en 24/7 avec le service, avec l'organisme. Et c'est là où on va voir finalement tous ces échanges d'expérience citoyenne aujourd'hui en termes d'attente. On va retrouver aussi la dimension omnicanale. Aujourd'hui, quand je me connecte à un site d'une administration, je peux me connecter depuis mon téléphone portable, depuis le web, depuis finalement tout canal qu'il soit. Et c'est ça aujourd'hui l'expérience, l'attente d'un citoyen. Plus dépendante d'horaire d'ouverture, plus dépendante d'un canal particulier. Et puis on va aussi recevoir en termes d'expérience quelque chose qui va être très personnalisé. Julien, on vous contacte, moi on me contacte. Il faut que l'information soit conforme à ce que j'attends, ce que je souhaite. Et finalement, de cette expérience, on retrouve aussi ce côté parler à la bonne personne au bon moment, quand elle le souhaite en tout cas, et puis avec l'information qui la concerne. On va y venir après sur les attentes, sur l'influence en tout cas du secteur privé sur le secteur public. Exactement, c'est mais on voit que aussi. Finalement, les attentes sont presque les mêmes que sur un grand retailer. On a les mêmes exigences, on va dire, en tant que citoyen. Alors, on a les mêmes exigences, effectivement, et on va voir aussi un petit peu ce que ça veut dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans le secteur privé, l'objectif du secteur privé, c'est, un secteur commercial, on va dire aussi, c'est de garder le visiteur, pas le citoyen, le plus longtemps possible sur un site ou de lui donner l'information qui va l'inciter à revenir, et finalement garder ce lien le plus longtemps possible. Parce que finalement, on va monétiser cette interaction avec ce client. Et alors, est-ce qu'il y a des attentes des utilisateurs qui sont spécifiques véritablement au secteur public? Dans le secteur public, on trouve des choses qui sont finalement plus importantes en termes de contraintes réglementaires et aussi en termes de conservation de l'information, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez présent. Dans le secteur privé, il faut savoir aussi ce qui est spécifique par rapport au secteur public. Je disais, il faut qu'on garde la personne, alors que dans le secteur public, l'idée, c'est de rendre le service le plus simple, le plus instantané possible, l'information qu'on lui donne, et que finalement, il soit satisfait avec ça, sans attendre de sa part qu'il revienne consulter ça. Alors,
ce qui est intéressant aussi dans le secteur privé, c'est que c'est un secteur concurrentiel, commercial. Et donc, comment les entreprises du secteur privé se différencient aujourd'hui? Et je sais qu'on a des intervenants aujourd'hui, enfin des participants d'un domaine plus commercial. On se rend compte aujourd'hui dans ces entreprises concurrentielles, la différence entre ces entreprises ne se fait de moins en moins sur le produit ou sur la marque, mais se fait vraiment aujourd'hui en termes de différenciation sur l'expérience que peut ressentir un utilisateur. Et donc si j'ai deux produits à peu près équivalents, finalement je vais être intéressé par celui qui me parle le mieux, qui va me fournir l'information la plus personnalisée, qui correspond à ce que j'attends, et puis qui va me fournir tous les services que je souhaite, d'accès mobile, d'applications simples. Et cette compétition, finalement, qu'on peut avoir entre différentes entreprises, va apporter des innovations qu'on va retrouver sur le marché et qu'après, on va vouloir rechercher en tant que citoyen. Mais alors justement, dans le secteur public, on n'a pas de cette dimension concurrentielle entre des villes, entre des régions. Pourtant, il y a des investissements qui sont faits sur ces sujets. Est-ce que véritablement c'est nécessaire ? Alors c'est nécessaire pour deux raisons en fait. La première raison, c'est que je suis client mais je suis aussi citoyen. Donc je m'attends à avoir le même service a priori quand je vais parler avec ma collectivité, ma mairie, mon ministère, je m'attends à avoir le même service. L'autre point qui est aussi très important, c'est que finalement une expérience citoyenne améliorée va aussi se ressentir tout de suite en termes de gains, de performance, mais donc finalement de retour sur investissement. Parce qu'on va éviter d'avoir un appel entrant sur un service pour essayer expliquez-moi, j'ai reçu ce document mais je ne comprends pas bien. On va éviter d'avoir des personnes qui vont venir au guichet parce qu'elles sont frustrées avec l'expérience qu'elles ont reçue en ligne ou avec les documents qu'elles ont reçus. Et finalement, l'investissement se justifie d'autant plus que c'est ce que les clients souhaitent, c'est ce que les citoyens souhaitent du coup. Et puis, on va optimiser les interactions de la meilleure manière possible ici. Mais alors, très concrètement, parce que l'expérience, finalement, c'est assez large quand on parle d'expérience client, d'expérience citoyen. Quels sont les enjeux pour les organismes publics aujourd'hui ? Alors, les enjeux, il y a les enjeux post-Covid aussi qui vont venir se rajouter, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler en ce moment, forcément. Mais c'est d'encourager de plus en plus le libre service. Parce qu'aujourd'hui, toutes les demandes d'informations, de contacts, de certificats, on peut trouver un grand nombre selon les différents types de services publics aussi, c'est de rendre les choses et interactions les plus simples possibles. Donc on va parler de réactivité, d'agilité aussi, ces choses sont importantes. Toute la transformation digitale dont on parle depuis très longtemps doit effectivement aussi être déployée dans les secteurs publics. Secteur public, il y a aussi de grands nombres de contraintes réglementaires, de conservation de données. On peut parler de RGPD ou GDPR en français. On peut parler aussi de déclaration à la CNIL, d'extiger de base de données d'utilisateurs. C'est partie des contraintes aussi que le service public doit intégrer en termes d'enjeux. Et puis on retrouve aussi après de plus en plus de limiter les dépendances aux infrastructures. Ce que je veux dire par là, c'est le cloud devient le plus important. Le cloud a été adopté avant par le secteur commercial, un peu plus, de manière un peu plus frileuse dans le secteur public parce qu'il y a beaucoup d'informations qui, a priori, est sensible parce qu'on va toucher aux données personnelles de certains citoyens. Malgré tout, on voit que ce basculement vers le cloud est de plus en plus nécessaire. Et l'autre effet Covid, c'est ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui reste près d'un serveur, s'assurer qu'il tourne. Si on peut déléguer ça à quelqu'un, on va faciliter le service à distance. Et puis aussi, en termes de sécurité, c'est pas forcément moins bien, sinon le contraire. Et alors, est-ce qu'il y a des enjeux que l'on ne retrouve pas dans le secteur privé ? Alors les enjeux, oui, en fait, je les ai cités, c'est principalement la partie réglementaire, en fait. La partie confiance, en fait. La partie confiance, exactement. Il y a eu, il y a quelques années de ça, une loi de confiance dans l'économie numérique, d'accord, qui est également déportée aussi sur le secteur public, avec la signature électronique qui est devenue effectivement valeur légale. Bien sûr. Avec RGPD qui a aussi donné confiance aux citoyens, le fait que leurs données étaient partagées, mais ils avaient le droit d'accès et de rectification à ces données. Donc ces contraintes-là, finalement, rendent confiance à ce que peut proposer aujourd'hui le secteur public. Donc ça, c'est les grands enjeux, mais quelles sont aujourd'hui les grandes tendances technologiques pour le secteur public ? Alors là, j'ai mis à l'écran, je pense qu'on peut le voir aussi en partage, une étude qui a été faite par Gartner sur les technologies émergentes. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de voir parce qu'il faut un petit peu des tendances de qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est moins tendance, qu'est-ce qui émerge.
Et quand on regarde ça un peu plus dans le détail, enfin, on pourra le partager après, bien sûr, par la sûr. suite, c'est qu'on voit beaucoup la dimension digitale. On parle de digital government quand il s'agit de gouvernement, mais bien sûr, la même chose s'applique sur tout service. On parle de portail d'engagement citoyen, on parle de l'écoute de la voix du citoyen, qui est une dimension aussi très importante, comprendre quelles sont les attentes et écouter les citoyens. Et ça, on le voit de plus en plus. Il y a aussi une dimension qui est importante pour faire écho avec ce que j'ai dit juste il y a une minute, c'est la dimension cloud aussi, donc l'informatique dans le nuage en français. C'est quelque chose aussi qui devient de plus en plus important parce que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus maîtrisé et les dépendances sont aussi moins fortes après avec la partie infrastructure. Et alors, est-ce que, parce que le secteur public est large, est-ce qu'on retrouve les mêmes tendances partout dans le secteur public? On les retrouve globalement partout, effectivement. Après, il y a certains secteurs qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, dans les ministères, on a une frilosité un peu plus importante aussi. Il y a eu des tentatives de cloud souverain en France. C'est qu'il y a eu quelques balbutiements, on n'y est pas encore. Mais on les trouve partout. J'ai entendu beaucoup de... en fait, pour être très clair, je me suis renseigné avant de venir aussi. J'ai eu des tentatives qui avaient été avortées, d'autres qui repartent. Et finalement, la tendance a priori qui émerge, ce serait peut-être de s'appuyer sur des acteurs commerciaux qui garantissent d'avoir des données qui restent en France. Mais voilà, je pense que c'est pas fini encore. Ça dépend des volontés politiques aussi, ici. En termes de techno aussi, j'ai choisi dans les 3 transparents qui arrivent de parler des technologies aussi OpenText, principalement déployées chez nos clients du secteur public. La première que je vais mettre en avant, c'est la partie, on va parler d'expérience intelligente, et j'ai choisi de dire au-delà du web, parce que finalement, ce qui était avant l'accès sur un portail citoyen, sur un site de collectivité de mairie, je vais voir un exemple juste après, c'est la première dimension, mais aujourd'hui c'est plus sur le web. On va accéder ça depuis des sites mobiles, des applications, mais après également, quand il y a encore des personnes qui vont au guichet, sur des kiosques physiques ou sur des affichages. Voilà. L'affichage, évidemment, c'est l'information qui va être présentée de la même manière, pas de la même manière, la même information présentée différemment selon le canal de communication, effectivement, c'est important. Ça, c'est la première dimension, l'expérience intelligente, encore une fois, au-delà du web, vraiment penser diffusion partout, sur tous les canaux possibles. L'autre point que je voulais mettre en avant, et on le verra ça dans l'exemple notamment de la CNAV avec Emmanuel Soaris un petit peu après, c'est communiquer pour les citoyens de manière ultra personnalisée. Et par ultra personnalisé, ce que je veux dire, c'est que quand on reçoit un décompte de prestations, par exemple, ou quand on reçoit dans le domaine commercial une facture, un relevé, finalement, on voit ce même type de document. C'est un document qui est pour moi, pour personne d'autre, ou alors un document pour vous. Mais voilà, on va avoir chacun notre document, et ce document doit être composé de la même manière, et après va s'adapter, bien sûr, en fonction de mon profil, de ma consommation et tout ça. Et donc cette communication personnalisée est très importante dans le secteur public également, parce qu'une demande de certificat, une demande de décompte de points, quand on va parler de points de retraite ou autre, doit être faite à la demande et peut aussi servir de canal de communication pour proposer l'information qui serait utile à moi en tant que citoyen, en tant qu'administré. Et c'est là où vous accompagnez le secteur public justement pour aller mettre en place. Ça fait partie des solutions importantes et on le verra avec la CNAV notamment, on va zoomer un peu dessus. Le dernier point que je vais mettre en avant aussi, parce qu'on communique, c'est l'expérience qu'on va améliorer. Mais il y a aussi un point important, c'est que communiquer suppose aussi écouter le citoyen. Et donc, ce qu'on va appeler la voix du client dans le domaine commercial, c'est la voix du citoyen aussi dans le domaine public. Mais c'est comprendre, effectivement, qu'est-ce qui fonctionne. J'envoie une campagne de communication par email. Est-ce que cette campagne a été ouverte? Combien de fois? Par qui? Est-ce que ça a déclenché des clics sur un site d'information particulier? Est-ce que, suite à ça, on a eu aussi une augmentation du nombre d'appels entrants vers les guichets proposés aux citoyens? Donc cette dimension aussi d'analytique est très importante parce que ça permet de justifier d'autant plus les investissements dont on a parlé avant et les rendre utiles, en tout cas les rendre les justifiants aussi. Alors là, on a vu le contexte et puis les grands enjeux du secteur public. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets d'utilisation de la solution OpenText, par exemple? Alors, très clairement, des cas concrets, il y en a beaucoup. On a choisi 3 parce qu'ils nous semblaient un peu plus parlants, à titre d'exemple aussi. Je vais commencer par une ville, une mairie, ici, la mairie de Madrid. Alors, Madrid, en Espagne pour ceux qui l'ignoreraient, mais je pense que c'est pas grand monde l'ignorent, mais c'est la 5e agglomération, enfin 5e municipalité en tout cas européenne. Je ne parle pas d'agglomération, je parle de municipalité, avec 3,5 millions d'habitants.
Ce qui fait que Madrid, en tant que ville, est plus grosse que Paris. En tout cas, a plus de citoyens vers lesquels l'information doit être présentée. Et Madrid a commencé le projet avec OpenText il y a à peu près de 15 ans de ça, simplement avec le site de la ville de Madrid, madrid.es. Et puis, au fur et à mesure, a apporté des services supplémentaires pour les citoyens. Donc, a commencé à apporter des démarches en ligne, c'est-à-dire que toutes les démarches soient accessibles directement depuis le guichet virtuel de la ville de Madrid. Apporter aussi l'aspect open data, qui est important aussi dans le public, on n'a pas encore vraiment cité ça. Et finalement, apporter l'ensemble de ces services, de ces communications aux citoyens et aux visiteurs aussi. Je veux visiter la ville de Madrid, je vais sur madrid.es et je vois ce qui se passe, notamment pour dans le business du tourisme. Exactement voilà. aussi. Voilà. Mais surtout les démarches pour les citoyens, ce qui est le plus important, parce que Ouais. c'est quelque chose qui beaucoup de monde. Où en sont aujourd'hui leurs projets? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues encore? Alors oui, même si ça fait 15 ans qu'il y a ce projet qui grossit, il y a encore de grosses évolutions pour apporter de nouveaux services à chaque fois et puis dématérialiser les quelques applications et quelques demandes qui n'étaient pas encore en physique aussi. Ouais. Et d'autant plus avec la crise actuelle, vraiment une tendance digitale très Bien très sûr. forte aussi, bien sûr. Ouais. Deuxième cas concret? Oui, cas concret, la CNAF, à ne pas confondre avec la CNAV qui fera le témoignage juste après. Donc la CNAF, c'est les caisses nationales d'allocation familiale, d'accord, que les familles, avec lesquelles les familles ont bien sûr des interactions. Et la CNAF utilise les solutions OpenText sur l'ensemble des communications, des documents qui sont partagés avec les allocataires. Donc il y a quand même à peu près 12,5 millions d'allocataires. Donc c'est quand même un montant de communication aussi assez considérable. Et puis là, on va retrouver tout ce qui est dimension relevée, courrier égrené. Donc courrier égrené, c'est finalement les courriers unitaires qu'on va faire à la demande ou un courrier qui va être hors d'un cycle programmé et hors d'une demande particulière d'un citoyen. Et puis la gestion aussi des courriers sortants, globalement, les campagnes de emailing. Tout ça va être conçu par les solutions OpenText et ensuite diffusé par les solutions OpenText aussi. Très bien. Et troisième exemple? Oui, troisième exemple, alors un peu plus exotique, quoique, le gouvernement du Qatar. Là, c'était intéressant parce qu'on est à une échelle gouvernementale. Même si une échelle gouvernementale, le Qatar, en termes d'habitants, il y a à peu près 3,5 millions d'habitants aussi. Donc, Qatar, c'est à peu près la ville de Madrid, pour donner une idée. Mais le Qatar, ce qui était intéressant, c'est que partait finalement d'une page quasiment blanche, un pays qui, à peu près, qui a peu d'années d'existence en tout cas. Et puis l'idée, c'était de proposer une transformation digitale. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les pays de la région, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc on est un peu en retard, mais on veut dépasser tout le monde pour être en avant et puis faire parler de soi. Il faut pour aller plus Exactement, loin c'est ça. Et donc là où c'était intéressant, c'est que si on compare avec Madrid, par exemple, ils ont voulu faire un portail qui s'appelait Ukomi. Ukomi en arabe veut dire gouvernement. D'accord. Pour avoir le portail d'engagement des citoyens, l'ensemble des démarches aussi, demande de renouvellement de résidence par exemple, c'est très important, chaque année les citoyens doivent renouveler leur résidence. Et puis ils ont aussi mis en place la dimension Qatar ID. Qatar ID, c'est ce qu'on trouve un peu avec France Connect, donc un identifiant unique de connexion avec les services du Qatar. Et là, c'est la solution OpenText? La solution OpenText qui sert pour différents volets. Déjà le côté vitrine, point d'accès, le portail citoyen. Également pour la partie gestion des démarches qui se trouvent derrière, et puis également pour la partie envoi des communications qu'on a vu avec la CNAF notamment. Juste une dernière question avant de repasser aux questions-réponses. Quelle est la différence avec l'Europe? Pourquoi le Qatar arrive à aller aussi loin? Alors le Qatar, déjà, n'a pas d'existant à transformer. Quelque part, c'est pratique aussi, Oui. parce qu'ils peuvent directement jeter le peu qui avait été fait, qui était assez administratif et assez sommaire. Et puis, dans la région, on le voit, les cycles de décision sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire que quand une décision est prise d'en haut, ça s'exécute derrière. Et puis, on ne s'embête pas avec les procédures, ça s'exécute. Et c'est assez rapide, effectivement. Très bien. On va passer désormais au témoignage de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On accueille, alors je vous demande de rééteindre vos caméras, à l'exception d'Emmanuel Soaris qui est avec nous à distance sur Teams. Emmanuel, bonjour, vous êtes responsable domaine flux entrant et flux sortant donc de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Emmanuel, pourquoi est-ce que la dématérialisation est importante dans ce contexte à la CNAV? Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. À la CNAV, la dématérialisation est importante aujourd'hui parce qu'on est assujetti, comme vous l'avez déjà dit en introduction tout à l'heure, à un contexte réglementaire et normatif très fort
chez nous, les documents, lorsqu'on les reçoit ou lorsqu'on les émet, on doit les conserver avec des durées de conservation légales, les DUA, les durées d'utilité administrative, etc. Et donc, pour un assuré qui a une carrière particulière, on doit garder sa pièce, son document, sa pièce justificative pendant une durée égale à sa durée de vie majorée de 5 ans et celle de son conjoint. Ce qui veut dire que les cycles de vie documentaires chez nous peuvent dépasser 200 ans. Donc, on a vraiment une ambition très très forte de pouvoir maîtriser ce patrimoine documentaire et de ne pas aller, comme on le verra dans les slides, vers de la poubelle numérique ou du vrac numérique, comme on le dit généralement. Donc, si vous voulez bien, je vais parcourir les slides. Un petit focus sur qui nous sommes au niveau de la CNAV. Donc la CNAV, c'est le premier régime français de retraite créé en 1945 sur des valeurs de solidarité. On est basé sur un principe de répartition où la cotisation des actifs finance celle des retraités. On est le régime de retraite de base des travailleurs salariés et j'insiste, c'était historiquement ce que l'on faisait. Depuis le 1er janvier 2018, on couvre aussi des professions des indépendants, les commerçants et les artisans, avec la disparition de la marque RSI. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une restructuration des organismes de sécurité sociale avec des organismes qui disparaissent, d'autres qui cèdent ou rétrocèdent une partie de leur activité. On est dans un contexte très mouvant et ça veut dire que les DSI, les systèmes d'information, doivent être également adaptables, interconnectables et on le verra notamment que c'est un de nos enjeux vis-à-vis de l'inter-régime. Aujourd'hui, l'activité de la CNAV est régie par des conventions d'objectifs et de gestion, les COG, qui sont conclues entre l'État et la CNAV, déclinées en contrats pluriannuels et qui déterminent pour nous les objectifs, les moyens de fonctionnement et les actions à entreprendre pour chacun des signataires. La CNAV, en quelques chiffres clés, je ne vais pas tous les parcourir, c'est 14,4 millions de retraités, 18 millions de cotisants, chiffre 2018, 122 milliards d'euros de prestations versées par an en retraite et en action sociale. Je ne vais pas parcourir les autres chiffres qui sont plus anecdotiques. Donc sur la slide suivante, on va pouvoir voir les ambitions stratégiques 2018-2022 pour la CNAV. Alors, on va faire un focus sur le sujet du workshop. On va parler de services publics, de 3 objectifs et des atouts. Et vous voyez que sur chacun de ces thèmes, on a sur le premier l'accessibilité vis-à-vis des écrans, des laptops, des portables. Bref, on a un service public qui se veut accessible multi-device sur cette convention d'objectifs 2018-2022. Une augmentation de l'offre de services pour satisfaire le citoyen. Et nos atouts aujourd'hui, c'est une stratégie numérique clairement affichée sur cette période 2018-2022, ce qui fait qu'aujourd'hui, on avait déjà de l'avance par rapport, malheureusement, au contexte sanitaire qui nous a été imposé. Nos missions, donc c'est un suivi de carrière pour tous les assurés et c'est important de le rappeler. La carrière d'une personne qui est rentrée par exemple chez Renault à 18 ans et qui en sort au moment de la retraite et qui n'a fait que Renault dans sa carrière, bien évidemment sera très 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 différente d'une carrière par exemple d'une femme de ménage qui peut avoir 4 ou 5 employeurs par mois et qui multiplie ses bulletins de salaire, qui continue avec une carrière à l'étranger, qui passe dans un secteur agricole en tant qu'ouvrier agricole, donc qui passe chez une autre caisse, la caisse agricole, la MSA. Donc on voit que les carrières chez nous sont fondamentales au niveau de l'identité de chacun de nos assurés. Chaque assuré a une carrière qui lui est propre. Donc une communication, comme on le disait tout à l'heure, qui sera propre à la carrière de l'assuré. Donc verser le juste montant au bon moment, calculer et verser les retraites. On a également des missions d'action sociale, on a également des missions de risque professionnel par délégation au niveau de la CNAM. On a des missions également de lutte contre la fraude. Et on a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, des missions d'inter-régime avec la mise en commun de services auprès d'autres régimes de retraite, notamment d'autres caisses. Donc, on est opérateur de systèmes d'information, comme le sont d'autres organismes de sécurité sociale, où on développe des outils qu'on met à disposition d'autres acteurs de la sphère sociale. Donc, comment ça se décline au niveau de la slide suivante sur le front office? On a aujourd'hui des services en ligne,
des bornes ELS, donc des bornes libre-service dans les agences. On a également des rendez-vous en agence qui sont possibles. Donc les objectifs ont été de mettre à disposition des services numériques aux assurés. Donc on le voit notamment, cet objectif a été rempli via la mise en place de l'espace personnel retraite, www.l'assurance-retraite.fr, qui permet d'avoir beaucoup de services en ligne, suivre ses droits, préparer son passage à la retraite, simuler l'âge, etc. Je ne vais pas tous les énumérer. On a également des portails au niveau de l'action sociale que je n'ai pas mentionné. On a assuré une connexion simplifiée via France Connect, une solution proposée par l'État pour simplifier et sécuriser les connexions en ligne. Et on a également, il ne faut pas l'oublier, des publics très fragiles. Donc ce n'est pas parce qu'on promeut l'offre numérique qu'on doit complètement se désolidariser des plus fragiles. Donc pour pouvoir les réconcilier avec l'offre numérique, on a mis en place un assistant virtuel qui s'appelle Aria, qui guide les assurés dans la prise en main de leurs services en ligne, leur dit où cliquer, comment télécharger, etc. Au sein de la sphère sociale, c'est le premier assistant virtuel doté d'une intelligence artificielle et actuellement, il est en phase d'apprentissage. Plus il sera sollicité, plus il progressera et pourra répondre à davantage de questions. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été déjà fait par rapport à notre ambition stratégique 2018-2022 de passer dans le numérique. Vous l'avez bien compris. Et sur la slide suivante, on va rentrer plus dans la partie invisible qu'est le back-office, notamment sur la partie dématérialisation. Alors, sur la partie dématérialisation, je commencerai mon discours en rappelant que McKinsey Global Institute a produit une étude où il rappelle que le volume des données mondiales double tous les 3 ans. Ce qui veut dire, je vais peser mes mots et je vais le dire très doucement, que 90% des données mondiales ont été créées au cours des 2 dernières années. Donc, cette phrase est lourde de sens. Ça veut dire que si on ne maîtrise pas le cycle de vie de l'information, si on n'a pas de partenariat fort, record management, DSI, si on ne met pas en place une politique d'archivage en place, on ne pourra pas lutter contre ce que j'ai mentionné tout à l'heure, contre les poubelles numériques, contre les vracs numériques, et on va avoir un accroissement de data, on va se perdre dans la data et on ne va pas pouvoir rendre le service au client. Donc tout ce que je viens de mentionner, on le retrouve comme premier objectif, bien évidemment, c'est la maîtrise du cycle de vie de l'information, et non pas forcément du document ou de la data, puisque l'information est plus large que le document et la data, pour assurer donc une lutte contre les poubelles numériques, un ROI au niveau des infras, parce que si on multiplie les espaces de stockage digitaux, on va multiplier les solutions hétérogènes en infrastructure, on va multiplier les coûts de maintenance et évidemment multiplier également les montées de version. C'est également d'assurer la conformité réglementaire parce que, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, la RGPD, mais également le droit à l'oubli, nous impose de ne pas conserver ad vitam aeternam les documents. Et puis, ça rentre également aujourd'hui, c'est à la mode et ça me fait plaisir, dans une démarche éco-citoyenne, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire tourner des centrales nucléaires à vide pour entretenir des espaces de stockage qui n'ont aucune plus-value, ni patrimoniale, ni métier, ni business, ni assuré. Le deuxième objectif, c'est donc d'améliorer l'efficacité des fonctions support, donc améliorer également le grain de stockage, c'est-à-dire qu'historiquement, la CNAV stockait des formats PDF en rapport au dossier. On pouvait avoir dans un même PDF un RIB, des bulletins de salaire et une notification de carrière, là où demain, ce qui va être restitué, ça dépend du grain de ce qui a été conservé à un instant T. Donc on a réduit notre grain de stockage au document métier. On a automatisé également les réentrants en mettant des data matrix sur tous nos formulaires de réentrée au niveau de la DSI et ça nous a changé notre taux de RADLAD. Là où on avait 60% de pourcentage de RADLAD, on est passé à 100% sur tous les documents sur lesquels on a mis un data matrix. Donc qualité de service rendu, mais également qualité de vitesse de traitement et de simplification RH pour la partie des employés RADLAD. Alors, j'ai parlé du Pareto. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche qu'on a utilisée pour la mise en place du Data Matrix, c'est qu'on a travaillé avec cette loi que vous connaissez tous, c'est la règle des 80-20. On a pris 20% des modèles qui, chez nous, représentaient 80% de l'activité et on a mis le Data Matrix dessus, c'est-à-dire qu'on a eu un gain immédiat avec un effort très restreint. Et c'est également cette loi qu'on a mis en œuvre dans le cadre de la migration de nos modèles éditiques vers la solution OpenText. Le passage d'expression à Extreme s'est fait avec la règle du Pareto. On s'est aperçu que sur notre production, 20% de nos modèles représentaient 80% de notre activité.
Le troisième objectif, c'est un découplage applicatif, et je l'ai entendu tout à l'heure. On a eu la même problématique que les retours d'expérience tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'applications métiers, on est multidomaine, retraite dans lequel on a des sous-domaines liquidation, carrière, paiement, contentieux, on a un domaine action sociale, un domaine par délégation risque professionnel, un domaine fraude, donc au final, on est multi-client et on a découplé nos interfaces applicatives éditiques CCM, pardon, et nos interfaces applicatives dématérialisation pour pouvoir rendre les fonctions support indépendantes des applications cœur de métier, ce qui nous simplifie l'accostage intra-SI et inter-SI, comme on l'a vu tout à l'heure avec la restructuration des organismes de sécurité sociale, c'est un facteur facilitant. Dernière ambition, c'est le dites-nous une fois de la sécurité sociale. Aujourd'hui, quand on s'adresse à la sécurité sociale, hier, on pouvait demander, la Sécu pouvait demander plusieurs fois la pièce d'identité ou le bulletin de salaire, suivant les instructions métiers qui étaient très silotées. On a mis en place un annuaire d'index documentaire centralisé qui s'appelle la JET virtuelle, qui permet d'avoir une vision 360 de beaucoup de documents, je ne vais pas dire tous les documents, puisqu'on est en trajectoire de peuplement de cet index. Donc, ça nous permet aujourd'hui de savoir ce qu'on a dans notre patrimoine documentaire et de ne pas ressolliciter l'assuré. Sur la slide suivante, on va parler maintenant du back-office CCM, après avoir parlé du back-office de Demat. Donc, les objectifs, c'est du multicanal à l'omnicanal. On était très siloté au niveau de notre communication sortante. Et aujourd'hui, on est en cours de transformation et on étudie la mise en place de replis stratégiques entre un référentiel de préférence de contact assuré et un référentiel de préférence de contact CNAV. Je m'explique. L'assuré, si c'est un assuré du Cantal, avec tout le respect que j'ai pour les gens du Cantal, il va peut-être préférer le canal papier parce qu'il a un certain âge et il n'est pas aguerri au canaux numérique. Par contre, un assuré parisien, lui, va vouloir être sollicité via des canaux numériques, mail, SMS, portail, etc. Et donc, on va déterminer des préférences de contact par rapport à chacun des assurés. En parallèle, la CNAV a des préférences de contact également par rapport au réglementaire. Par exemple, une notification de retraite ne s'enverra jamais par SMS ou par mail, vu que ce n'est pas réglementaire, ça doit être envoyé par papier. Et on va également avoir des préférences de contact par rapport au type de sollicitation. Un rendez-vous assuré, par exemple, sera beaucoup mieux vu en utilisant un contact SMS qui est rapide et où on a tout de suite l'information que sur un canal papier qui est beaucoup plus lent et où on peut passer la date de rendez-vous. Donc, on opérera un repli stratégique entre le référentiel de préférence de contact assuré et le référentiel de préférence CNAV par rapport au métier et au ROI assuré pour pouvoir trouver la meilleure sollicitation. Et les gains, c'est que demain, on va pouvoir simplifier la gestion des rebonds. On va pouvoir, bien sûr, avec la délivrabilité, savoir si le SMS a été reçu pour le rendez-vous et s'il n'a pas été reçu, pouvoir ressolliciter l'assuré soit sur un canal mail ou un autre canal. La réduction de dette technique et technologique, je ne vais pas m'apesantir dessus. C'est un sujet que l'on rencontre tous et toutes dans nos organisations. On a changé le composeur éditique qui était obsolète et on est en train de migrer sous Xstream avec une stratégie de Pareto de traitement des modèles. Donc, on a plus de 1500 modèles en portefeuille. Avec une centaine de modèles, on va remplir 80% de nos objectifs de production. Une structure unique de flux d'entrée, donc des silotages également des filières de sortie du print pour pouvoir assurer une éligibilité postale et puis des réductions d'affranchissement. On en profite pour mettre une nouvelle charte graphique et en plus une marque blanche. Et puis, on met également en place, avec ce projet, une piste d'audit éditique omnicanal centralisée pour savoir ce qui transite au niveau des messages et effectivement pour pouvoir avoir une vision consolidée de toutes les communications clients en sortie. Le découplage applicatif, le dernier objectif, se traduit également au niveau CCM. Je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la JET virtuelle avec un découplage applicatif en posant un front d'abstraction. C'est exactement la même chose sur la partie CCM. On pose un front d'abstraction qui s'appelle SEND, Système éditique national de diffusion-distribution, qui va masquer les composeurs éditiques et complètement désengager en fait la partie éditeur de la partie application métier. Alors, comme vous tous et vous toutes, on a été bousculé par le contexte sanitaire et on le voit sur la slide d'après, le contexte sanitaire, le contexte de crise sanitaire, ça a été pour nous un accélérateur digital, bien qu'on ait
fait beaucoup de pas avant de subir cette crise. On a été bousculé dans nos habitudes parce que la crise sanitaire faisait peser un risque d'arrêt des services postaux. C'est-à-dire que le Covid entrant dans les bureaux de poste et dans les centres de tri, certaines régions étaient mises à mal et les centres de tri, la distribution postale s'arrêtait. Donc on a mis en place une cellule de crise pour anticiper un possible arrêt des services postaux. Donc la stratégie, ça a été d'accélérer les initiatives digitales, bien sûr, des flux entrants, sortants et réentrants. Mais par contre, on a eu deux critères sur lesquels on était très, très vigilants. C'est bien la sécurité informatique et également la sécurité réglementaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas stocker n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, ni pouvoir accepter des flux entrants sur n'importe quel canal. La stratégie, ça a été également de gérer l'augmentation des sollicitations, puisque les canaux postaux devant s'arrêter, les canaux digitaux ont été hyper sollicités. Donc au niveau infrastructure et au niveau organisationnel pour traiter les dossiers, ça nous a obligés à repenser aussi nos habitudes. Et on a également repensé les parcours assurés, puisque bien sûr, un parcours qui passait par du canal papier a dû être réinterrogé pour pouvoir passer sur des canaux numériques. Et tout ça dans le but d'assurer donc une continuité de service public, ce qui a été relativement très très bien fait et j'en félicite toutes les équipes qui ont concouru à l'assurance de ce service public pendant cette crise sanitaire. Enfin, l'optimisation de la GRC, la gestion de la relation client, on en a parlé tout à l'heure. Alors je vais parler de l'optimisation de la GRC en interne, c'est-à-dire que en interne, jusqu'alors on stockait les pièces de gestion et les pièces justificatives entrantes. Par contre, on ne stockait pas nos documents sortants. Là, on est en train de travailler à stocker également nos pièces sortantes pour pouvoir donner une vision 360 à nos techniciens des pièces entrantes, des flux entrants, mais également des flux sortants pour améliorer la qualité de service rendu à l'assuré. On va pouvoir passer à la slide suivante et j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais savoir si vous avez des questions ou des interrogations. Merci beaucoup, Emmanuel. On va juste donner la parole. C'est vrai qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Je vais donner la parole à Olivier pour savoir comment vous, en tant qu'éditeur, vous avez accompagné la CNAV. Et puis après, on donnera la parole sur ceux qui pourront rester avec nous sur le workshop. Olivier, je vous laisse conclure et nous expliquer comment vous les avez accompagnés. Comme l'indiquait Emmanuel, en fait, il y a eu une consultation qui a été émise par la CNAV pour rechercher une solution de gestion des communications. On a répondu à cette sollicitation, à cette communication, à cet appel d'offres, et on a essayé sur le papier de répondre. Ça a répondu aux besoins. Ensuite, il a fallu démontrer tout ça. Donc, on a fait ce qu'on appelle un proof of concept. Et d'un point de vue fonctionnel, on a démontré qu'on répondait bien à tous ces besoins. Et on a répondu également d'un point de vue technique, puisqu'on a mis en place directement les solutions très rapidement pour montrer que dans le contexte, on respectait bien tous les prérequis dans le SI de la CNAV. Et ensuite, la dernière étape, c'est plutôt la mise en place de la solution, où là, on apporte en tant qu'éditeur de l'expertise, à la fois aux équipes CNAV, mais aussi aux équipes Capgemini qui étaient en place en tant qu'intégrateur sur place. Donc on apporte les bonnes pratiques, l'architecture et le conseil nécessaire pour mettre en place les solutions. Merci Olivier pour ce mot de conclusion. Emmanuel, vous restez avec nous si toutefois il y a des questions qui s'adressent à vous. Je vous invite à rallumer votre caméra pour les 5 minutes, 4 minutes maintenant restantes pour ce workshop et continuer le tour de table.